Bienvenue dans le Green Letter Club, la chaîne qui décortique les grands sujets écologiques. Aujourd'hui, nous allons parler de l'extraction du sable en France. Routes, ports ou aéroports, les besoins en sable et gravier sont colossaux pour bâtir et entretenir nos infrastructures. D'où cette question, d'où vient le sable que nous utilisons en France ? Pour y répondre, nous recevons Nello Magalhães, mathématicien de formation, chercheur à l'Institut de la transition environnementale et auteur d'une thèse sur l'histoire environnementale des grandes infrastructures françaises depuis 1945. Bonjour Nello Magalhães. Bonjour. Alors tu es l'auteur d'une thèse sur l'histoire environnementale des grandes infrastructures depuis 1945. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as fait ce choix ? Qu'est-ce qui t'a mené à faire ce travail ? Oui, alors je m'intéressais à l'économie française d'un point de vue matériel, donc du point de vue des flux de matière de l'économie française. Et j'avais fait un premier travail avec des amis historiens où on avait essayé de regarder tous les flux de matière du capitalisme français depuis 1830. Et j'avais découvert que la plus grande extraction depuis 1830, c'est l'extraction de sable et de gravier, qu'on appelle aujourd'hui par convention granulat. C'est une convention statistique qui réunit les deux matières, sable et gravier. Et je me demandais pourquoi une telle extraction, pourquoi ça avait tellement augmenté dans les années 50-60 surtout, quelle était l'histoire qui était derrière ça. Et je trouvais rien, il n'y a absolument personne qui s'est intéressé à ça. Et donc c'est parti de là. En enquêtant, je me suis rendu compte qu'une partie donc importante évidemment va pour les bâtiments, de sable et de gravier, pour le béton effectivement. Mais une partie aussi importante, voire plus importante depuis les années 80, va pour les grandes infrastructures. Et il n'y avait vraiment rien, personne dans la historiographie ne parlait de sable et de gravier en parlant de grandes infrastructures. En général, il y avait plein de travaux sur une grande infrastructure, une route ou un port, ou l'aménagement du territoire, mais sans jamais que soient évoqués les matériaux. Donc le ciment, le sable et le gravier, la terre et d'autres déchets par exemple. Donc je suis arrivé par là aux grandes infrastructures et donc j'ai pris comme borne 1945 parce que c'est à partir de ce moment-là qu'il se passe vraiment quelque chose d'intéressant. Oui, ce qui est intéressant, c'est ce que tu dis, c'est que le fait majeur de l'économie française, c'est le sable et le gravier, c'est le granulat. C'est bizarre parce que souvent on parle de l'économie de manière monétaire. Toi tu dis le fait central de l'économie en France, c'est le granulat. Voilà. Alors c'est un peu évidemment par provocation que je dis ça, mais il me semble intéressant d'avoir cette perspective physique sur l'économie qui en fait est un point d'interrogation permanent, parce que quand on regarde les flux de matière, on a vraiment des flux qu'on ne connaît pas du tout. Par exemple, un autre flux important, c'était la terre. Les terres des travaux de terrassement que j'ai découvert, qui est un flux gigantesque aussi, probablement le second flux le plus important après le granulat. Donc effectivement, le fait majeur, c'est le granulat d'un point de vue physique. Il a été extrait en France 20 milliards de tonnes de granulat depuis 1945. Et surtout, il y a une explosion de l'extraction de granulat. Donc en gros, l'extraction elle est à 34 millions après-guerre, une trentaine de millions après-guerre. Par an. Par an. Et elle atteint, dès 1974, 330 millions, 340 millions. Donc 10 fois plus en même pas 25 ans. Et le pétrole, là-dedans, ou les autres matières, sont vraiment 3 fois, 4 fois moins, 5 fois moins, etc. Le record de l'extraction de granulat, c'est 2007. Ça aussi, c'est intéressant. C'est que c'est pas que la reconstruction ou les éléments d'après-guerre qui pourraient expliquer ça. Le pic d'extraction de granulat en France, c'est 2007. Et c'est 425 millions d'extraction. Alors après, il y a un peu d'importation, un peu d'exportation, on en parlera peut-être plus tard. Et par exemple, en 2007, la production de céréales, qui est énorme en France, c'est un des pays les plus importants au niveau du secteur agricole, c'est 70 millions. Donc c'est juste pour donner un ordre de grandeur, c'est 6 fois plus d'extraction de granulat que la production totale de toutes les céréales en France. Ou on pourrait prendre n'importe quel autre matériau de l'économie française, que ce soit le charbon, minerai de fer, à toutes les époques, le granulat est largement supérieur. Donc ça me semblait un point de départ intéressant. Et voilà, d'en dire quelque chose, et après de voir qui est ce granulat, d'où il vient, qui le prend en charge, etc.
Donc ça, toi, tu l'as étudié dans une perspective française, mais si on dézoome, si on se place à l'échelle du monde, c'est à peu près la même dynamique. En fait, le fait majeur du XXe siècle, c'est cette ruée vers le sable, le béton, le ciment. C'est cette construction très massive. Est-ce que tu as quelques ordres de grandeur pour qu'on appréhende justement la taille de ce phénomène? Ouais, donc c'est énorme. En fait, donc effectivement, dans la plupart des pays, on a une exponentielle de l'extraction. Alors, l'exponentielle démarre à des moments un peu différents. Alors, donc c'est vraiment le sable et le gravier. Ça va en partie pour le béton, mais pas que. Il y a plein d'autres usages, mais donc c'est vraiment le sable et le gravier qui fait l'économie mondiale, largement loin devant le pétrole, loin devant le gaz ou d'autres matières qui paraissent importantes. Aujourd'hui, bon, ça dépend des pays, ça dépend de quelle échelle on prend, mais ça peut être 40%, 50% de toute l'extraction. Alors, on appelle ça extraction mondiale, mais donc c'est beaucoup plus que la biomasse, les énergies fossiles, les métaux, etc., etc. Bon, les chiffres varient. En gros, pour les dernières années, ça doit être quasiment 60% de l'extraction mondiale qui est rien que du sable et du granulat. Ça va peut-être varier selon les derniers chiffres, mais ça doit être de cet ordre-là. Et donc ça dépasse la biomasse, par exemple, largement, ou d'autres matières. Moi, il y a un chiffre que je trouve intéressant de remettre dans le contexte, c'est que au début du XXe siècle, l'ensemble des choses construites par l'homme, c'était 3% par rapport à la biomasse du vivant. Aujourd'hui, on sait à peu près comment ça a évolué. Ouais, c'est ça. C'est aussi derrière ce phénomène d'extraction de sable et de gravier, qui est énorme. En fait, ce qui est aussi intéressant, c'est de voir qu'en part relative de toute l'extraction, disons, mondiale ou nationale, la part des matériaux de construction, et donc du sable et du gravier en particulier, va dépasser largement, enfin va augmenter en pourcentage. Donc en gros, début 20e, alors à l'échelle mondiale, on va extraire 15% de matériaux de construction. Et aujourd'hui, c'est 55, comme je le disais, ou 60. Et surtout du sable et du gravier. Il y a un peu d'argile pour faire de la brique, un peu d'autres matériaux, mais c'est surtout des sables et graviers. Et donc, de fait, on pourrait traduire ça en disant qu'à l'époque, on extrait pour se nourrir, donc c'est surtout la biomasse, c'est la biomasse qui domine les flux de matière mondiaux, alors qu'aujourd'hui, on extrait pour construire. Donc c'est le bâti qui absorbe la majeure partie de l'extraction mondiale, et non pas nos consommations, et non pas des matériaux qui servent à nous déplacer, ou des choses comme ça. Ouais. Il y a une forme d'exotisation de ce rapport au sable et au gravier. Moi, ça fait plusieurs années que je veux faire un épisode sur le sable, et parce que j'avais été marqué par des documentaires sur la mafia du sable en Inde, au Cap-Vert, en Indonésie. En fait, toi, ce que tu montres, c'est que le sable dans la construction, en tout cas en France, c'est quelque chose d'extrêmement local. Ouais. Alors ça, c'était aussi un des points de départ, puisqu'au début, j'avais à peine quelques intuitions, et j'avais vu aussi ces documentaires sur Arte, dans quelques grands médias, The Guardian, je crois, Le Monde, des choses comme ça, qui font des reportages super intéressants sur les mafias en Inde, des îles qui disparaissent au large de l'Indonésie, enfin en Indonésie, pardon, parce qu'on extrait du sable marin au large de ces îles, et donc les îles disparaissent, ou des mafias, je sais pas, au Maroc, au Cap-Vert, au Cambodge, du sable qui va du Cambodge vers Singapour, par exemple, des choses comme ça. Et c'est vrai que au début, comme j'avais absolument aucune idée de ce sable en France, j'avais aussi l'idée que voilà, ça c'était des choses, un extractivisme très violent qu'on pouvait voir ailleurs. Il y a beaucoup de travaux là-dessus qui sont vachement intéressants. Or, ça donne une vision assez fausse de la réalité, en tout cas de la plupart des pays occidentaux, parce qu'en effet, le sable est une matière locale, on en trouve à peu près partout. Donc toutes les rivières, toutes les vallées alluviales ont du très bon sable pour faire du béton. Donc en France, il y en a assez largement. On en trouve en mer aussi. Et donc il y a très peu au fond de commerce de sable. Et s'il y a très peu de commerce de sable, donc on en trouve partout, il ne coûte pas cher, il est très facile à extraire, donc il y a peu de commerce de sable.
Donc il y a très peu d'importations et d'exportations en France. Ça veut dire que tous les 20 milliards dont je viens de parler, ça a vraiment été extrait sur le sol métropolitain. Il n'y a pas de commerce international, etc. Or, ce sont des chiffres absolument colossaux. Pour aller plus précisément, si on peut donner quelques exemples de rivières, donc c'est à l'époque on extrayait dans les rivières en France, pour pouvoir justifier ce qualificatif d'extractivisme en France aussi. On sait par exemple que les alluvions qui viennent dans la Loire chaque année, c'est de l'ordre de 600 000 à 1 million de tonnes. Or, l'extraction dans la Loire, dans les années 70, dépassait les 10 millions de tonnes. Donc c'était au moins 10 fois plus. Chaque année, on prenait 10 millions de tonnes de sable dans la Loire. Donc il y avait un extractivisme dans la Loire. Il y avait un extractivisme en Dordogne, dans la Garonne. Il y avait un extractivisme dans quasiment toutes les rivières de France. Donc un extractivisme local et pas du tout avec des mafias, pas du tout avec des acteurs un peu illégaux ou des choses un peu sombres. Deuxième point aussi, par rapport à l'extraction de sable marin, on extrait aussi du sable marin en France. On ne le sait pas trop, mais en fait on en extrait depuis les années 70 au large de la Manche surtout, près du Havre. On extrait chaque année des millions de tonnes. Alors ça reste peu par rapport à la France, mais on en extrait. Donc le côté exotique de les îles qui disparaissent en Indonésie, en fait, cache une réalité qu'on a ici, et avec des acteurs assez banals, des petites entreprises qui vont extraire dans les rivières dans les années 60 avec quelques dragues. Donc ils vont extraire beaucoup, année après année. Ils vont s'installer tout le long d'une rivière, par exemple, et vider vraiment la rivière de ses alluvions. Donc arriver carrément au substratum, à la roche, ils vont complètement vider la rivière. Les niveaux des rivières vont baisser à ce moment-là. Donc ça, c'est très bien documenté. Tout le monde le constate dans les années 60-70. Toutes les rivières, encore plus les torrents de montagne, visiblement, baissaient de 50 cm par an, 40 cm par an, parfois plus certaines années. Et donc voilà, il y a eu un extractivisme en France, un extractivisme assez ordinaire, fait dans des milliers de petites carrières par des milliers de PME. Et c'est vrai que voilà, je voulais insister là-dessus et faire ce décalage avec ce récit un peu médiatique qui est pas faux, mais qui montre qu'une seule partie de la réalité, qui laisse entendre que cet extractivisme ne concernerait que des contrées un peu exotiques, comme tu le dis, alors qu'au fond, en fait, on l'a encore aujourd'hui en France, et que c'est pas fini, c'est une histoire du présent. Je suis pas en train de raconter une histoire des années 60 ici, c'est une histoire d'aujourd'hui. On reviendra tout à l'heure justement sur le détail des carrières, où on va chercher tout ce sable et tout ce gravier. Juste, à quoi il sert aujourd'hui ce sable en France ? Alors aujourd'hui, il sert surtout aux grandes infrastructures. Il sert moins au béton, par exemple. Alors, il y a du béton dans les grandes infrastructures, bien sûr, mais il sert moins au logement. C'était pas le cas dans les années 60. Dans les années 60, c'était un peu plus le logement, les bureaux, des choses comme ça, les grands ensembles, etc. Donc, des phénomènes de périurbanisation, les villes nouvelles, et des choses comme ça. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus les grandes infrastructures. Depuis les années 80, on est passé donc le pourcentage est maintenant largement du côté des grandes infrastructures. Il va servir aux routes, il va servir beaucoup aux sous-couches des routes, aux lignes de chemin de fer, à la construction d'aéroports, de ports, aux extensions aussi beaucoup en fait. Aux extensions quand on fait une nouvelle piste d'aéroport, une nouvelle digue pour un port, une nouvelle voie ferrée, une nouvelle ligne à grande vitesse, etc. Ça consomme énormément de matière. Ça, c'est une partie de ce sable et de ce gravier. Et l'autre partie, et ça, je trouve, c'est moins connu, sert à l'entretien et à la maintenance de toutes ces infrastructures qui, en fait, pour leur simple fonctionnement, demandent... par exemple, disons les routes, les couches de roulement des routes demandent à être refaites tous les 8 ans, ça dépend du type de route, on pourra en parler aussi. Et donc le sable et le gravier, une énorme partie du sable et du gravier aujourd'hui sert aux routes. Voilà. On extrait pour maintenir les routes. Parce qu'on construit, en tout cas aujourd'hui, peu de nouvelles autoroutes. Les communes construisent parfois quelques nouvelles routes pour... de nouvelles habitations, mais en gros, c'est de l'entretien, quoi, et de la maintenance. Donc, par exemple, est-ce que tu peux nous donner des ordres de grandeur quand on construit une route, quand on construit une autoroute, pour qu'on réussisse à appréhender de combien de tonnes on a besoin pour faire une route ? Ouais, je vais essayer. Parce que c'est vrai que les chiffres en millions et en milliards, on ne comprend pas trop.
Alors, le cas le plus facile, c'est l'autoroute, parce que c'est hyper bien documenté. On en a eu, donc il y a 12 000 km d'autoroute en France. Et l'autoroute, alors pour sa construction, encore une fois, il y aura les 2 étapes. Il y aura la construction, et puis après, il y aura la partie entretien-maintenance. Une autoroute, pour sa construction, demande, alors on va faire par mètre, on peut faire par kilomètre. Donc par mètre linéaire d'autoroute, il faut 30 tonnes de sable et gravier. 30 tonnes pour 1 mètre. Il faut aussi 100 mètres cubes de terre. Alors ça, je pourrais l'expliquer plus tard, mais pour le dire très simplement, il faut que les autoroutes soient le plus plates possible. Il faut qu'on ait maximum une pente de 4%. Et donc, tous les endroits où il y a un peu où le relief n'est pas adapté à l'autoroute, eh ben, on va devoir transporter de la terre pour avoir un profil le plus plat possible. Donc 100 mètres cubes par mètre aussi. Il faut environ 300 tonnes de bitume par kilomètre. Là. Donc le bitume, c'est un dérivé du pétrole. Et puis, donc ça c'est pour la simple construction de l'autoroute. Et puis aussi, il faut, ça c'est pour les couches, disons, il y aurait plusieurs sous-couches à l'autoroute en fait. Et puis après, il faut, à chaque kilomètre, il faut un ouvrage d'art par exemple. Il faut un pont ou un tunnel. Parce que l'autoroute, par définition, est une voie qui exclut les passages à niveau, qui exclut le croisement avec d'autres routes, comme il peut y avoir sur une route nationale ou une route départementale ou communale évidemment. Et donc il faut en fait tous les kilomètres un passage à niveau. Donc là, ça consomme aussi énormément de béton, il faut faire des viaducs, il faut faire d'autres infrastructures pour cette infrastructure-là. En plus de ça, on peut dire que l'autoroute, alors une fois qu'elle est construite, elle va demander donc un entretien permanent, parce que les couches, surtout en surface, vont s'abîmer. Parfois, les couches plus profondes vont s'abîmer. Alors là, il faut refaire presque toute l'autoroute, disons. Et donc chaque année, la maintenance, donc au fond, la maintenance de l'autoroute, ça va être surtout refaire les couches de surface, va demander 200 000 euros par an. Donc ça va coûter 200 000 euros par an. Par kilomètre? Par kilomètre, ouais, par kilomètre. Donc il y a 12 000 km d'autoroute, donc par kilomètre, il faut 200 000 euros par an. Je peux aussi donner les chiffres pour une ligne à grande vitesse, ça demande aussi beaucoup de granulat. Et le ballast, d'ailleurs, c'est du granulat, c'est considéré comme du granulat. C'est le plus gros des granulats. Donc le granulat, ça va du sable le plus fin au gravillon moyen, au gravillon plus gros, jusqu'au ballast. Et la ligne à grande vitesse, pour des raisons techniques que je pourrais évoquer, parce qu'il faut aussi qu'elle soit très plate, qu'elle soit super stable, etc., etc. Donc il faut qu'elle soit en remblai aussi, qu'elle soit un peu... on construit comme un support énorme sous les lignes de chemin de fer. Ça demande quand même 10 000 tonnes au kilomètre, donc 10 tonnes au mètre, par exemple. Donc c'est 3 fois moins qu'une autoroute, mais ça demande aussi beaucoup. Et dernière chose, pour le coût d'une autoroute, je trouve intéressant aussi de parler du coût spatial. Il y a une empreinte spatiale de l'autoroute. Une autoroute demande 100 mètres de largeur en fait, d'emprise. Donc ils vont acheter, quand ils vont construire une autoroute, ils vont prendre... la chaussée même fait 27 mètres, disons, de large. Mais ils vont demander, ils vont acheter en fait tous les abords pour la sécurité, pour surveiller les glissements de terrain, enfin pour plein de raisons techniques. Et donc une autoroute va consommer beaucoup d'espace, va consommer énormément d'espace. Évidemment, il y aura une coupure spatiale, ça c'est très connu des sociologues et des géographes. Comme je l'ai dit, c'est infranchissable. Hein, il faut donc il y a un coût spatial, matériel et monétaire. J'ai essayé de donner les trois aspects là, avec l'exemple d'autoroute, qui est énorme et qui n'est pas terminée une fois qu'elle est construite. C'est ça qui est très intéressant et moi qui m'a frappé dans ta thèse, c'est que on se rend compte qu'en fait, on a énormément construit en béton depuis 1945. On a l'impression que c'est une infrastructure ou des logements qui sont là ad vitam, alors qu'en fait, c'est une forme de château de sable, c'est-à-dire qu'il va falloir tous les ans reconstruire, maintenir cette infrastructure ou ces logements en rajoutant de la matière première. C'est ça. Ça, c'est quelque chose qui m'a frappé aussi. En fait, je cherchais à comprendre comment ça se fait qu'on extrait autant dans les années 2000. Comment ça se fait que c'est la décennie, disons, si on devait sélectionner une décennie la plus extractive en France, c'est 97-2007. Et pas les années 50 de la reconstruction, ou les années 60, ou je sais pas quoi. Donc je me demandais, mais comment ça se fait? Alors certes, à l'époque, on construit quand même beaucoup d'autoroutes dans les années 2000, donc bon, il y a ça. Mais il y avait autre chose qui devait apparaître. Et c'est en grande partie donc la réparation, la maintenance, comme je l'ai dit. Et ce qui m'a fait comprendre que toute cette infrastructure, en fait, elle a une durée de vie assez limitée,
que le béton a une espérance de vie de au mieux 80 ans. Bon, il y a des discussions, mais ce ne sera pas plus qu'un siècle. Donc le béton qu'on a construit dans les années 50 sera pourri dans 10 ans, ou peu s'en faut. Et donc il faut réparer sans cesse tous les ponts, toutes les sous-couches des routes, toutes les routes, mais sans cesse, sans cesse, sans cesse. Il y a des rapports, il y a eu, suite à l'effondrement du pont de Gênes en 2018, qui était en béton, il y a eu un rapport pour l'Assemblée nationale qui a fait une étude sur tous les ponts autoroutiers en France, et je crois aussi du réseau national, donc des routes nationales, qui sont quasiment des autoroutes, hein, elles sont aujourd'hui quasiment au même niveau. Donc il y a 13 000 ponts sur les autoroutes, parce qu'il y a 12 000 km, donc comme je l'ai dit, il y a quasiment un pont au kilomètre. Hein. Et le rapport disait que 7% étaient menacés d'effondrement. 7% sont pratiquement vont s'effondrer de façon imminente. Je ne sais plus, je crois que c'est 20 ou 30% sont en très mauvais état, etc., etc. Donc un rapport assez alarmant. Alors ce qui est assez classique, on pourrait dire, parce qu'ils veulent toujours financer sans cesse plus les infrastructures, il y a un lobby énorme derrière qui dramatise toujours la situation pour évidemment avoir le plus de subventions possibles et un budget qui soit le plus important possible. Mais il y a une réalité que les ponts, de fait, sont très abîmés. Le béton, donc la plupart des ponts sont constitués faits en béton. Et il faudra à peu près tous les réparer, les remplacer, les refaire, les reconstruire dans les 10 ou 15 prochaines années. Si, évidemment, on continue à faire rouler des camions dessus, un trafic hyper important dessus, etc., etc. Si on fait rouler des vélos dessus ou des gens en skateboard, il y aura moins de problèmes. Mais pour les usages qu'on en a, les ponts, par exemple, vont s'effondrer. Et toutes les routes doivent être remplacées, etc., etc. Donc c'est évidemment, ouais, ça c'est un enseignement très important et qui est peu débattu, on va dire, dans l'espace public. Je voulais l'aborder plus tard, mais maintenant qu'on y est, c'est qu'en fait, les autoroutes, elles sont dimensionnées, elles sont pensées matériellement pour que des énormes camions roulent dessus. Or, c'est les lourdes charges qui détruisent justement, qui font que les durées de vie des routes, des infrastructures sont très faibles. Voilà, c'est ça. Alors, on peut parler du béton, de la durée de vie d'un béton en parlant il y a un petit phénomène chimique qui fait qu'en fait il absorbe du CO2 et que petit à petit ça va affecter les structures métalliques qui sont à l'intérieur et que ça va se dégrader, etc., etc. Donc ça c'est vrai, hein, on appelle ça la carbonatation. Mais de fait, il y a aussi surtout qu'on a des engins très lourds qui en fait abîment tout simplement la plupart des bétons. Alors les sous-couches des routes, c'est pas exactement du béton, mais le principe est le même, c'est mélanger du granulat avec des liants hydrauliques, on appelle ça, c'est des espèces de ciment, donc c'est quasiment comme du béton. Et les sous-couches, c'est une espèce de sol mélangé aussi avec du ciment, donc c'est quasiment toujours un peu la même idée de faire donc on a comme plusieurs couches de béton. Et en fait, ces plusieurs couches sont très fortement abîmées par les poids lourds. Alors ça, c'est quelque chose donc, qui rejoint la question précédente sur l'entretien et la maintenance, etc., et le coût matériel de toutes ces activités-là, et que moi j'ai découvert en étudiant un cas particulier qui est le cas des routes nationales au début des années 60. Au début des années 60, donc, en France, il y a plusieurs types de réseaux. Il y a le réseau des routes départementales, il y a le réseau des routes communales, et le réseau des routes nationales et les autoroutes. Les routes nationales, au début des années 60, sont les plus grandes routes. Il n'y a quasi pas d'autoroutes. Le programme autoroutier commence au début des années 60, donc ce sont les principales routes de France. Or, elles sont de plus en plus abîmées par le passage des camions. Et les ingénieurs le savent très bien. Les ingénieurs des ponts et chaussées qui ont en charge toutes ces routes-là, l'administration des routes, c'est très bien que ce sont les camions qui abîment les routes nationales. Ils le savent parce qu'il y a eu des énormes études aux États-Unis, des études empiriques, où ils ont fait rouler des milliers et des milliers de camions sur des routes qu'ils avaient construites en vue d'un programme autoroutier américain, donc, qui s'appelle, peu importe son nom, qui a été décidé par Eisenhower en 1956, l'Interstate Highway Program ou un truc comme ça. Et donc ils vont tester différents types de revêtements, et ils vont tester empiriquement pour voir la dimension qu'ils doivent donner à leur revêtement aux États-Unis pour cet énorme programme autoroutier. Et ils vont faire passer vraiment, il y a des milliers et des milliers et des milliers de camions sur différents types de revêtements, alors vraiment du béton de ciment pur ou avec du bitume ou plus ou moins un peu les deux, etc. Et ils vont réaliser, alors c'est empirique, il n'y a pas une loi, ils essayent de déterminer une loi théorique mais ils n'y arrivent pas. Et ils vont réaliser que
ils ont plus ou moins une loi exponentielle au poids. C'est-à-dire que l'impact sur le revêtement, disons, va être proportionnel à une exponentielle puissance 4 ou plus, selon le type de revêtement. Donc un camion, par exemple un véhicule qui est 2 fois plus lourd qu'un autre, pour juste dire 2 fois plus lourd, donc ce qui est peu, va avoir un impact 16 fois supérieur au premier. Alors évidemment, quand on parle de camion, là, ça explose, parce qu'à l'époque, ils ont des voitures qui font 500 kg ou 700 kg, une tonne, disons, en fait moins. Et aux États-Unis, ils espèrent faire passer, enfin, ils vont faire passer les camions de 10 tonnes, 13 tonnes, etc. En France, la norme, elle est déjà de 13 tonnes, et aujourd'hui, c'est des 44 tonnes. Donc, pour dire que l'exponentiel est très important, parce que ça va pas être 44 fois plus important, ça va être exponentiel 44, par exemple, par rapport à un véhicule d'une tonne. Donc, pour avoir un ordre de grandeur, entre une voiture et un camion, une voiture d'une tonne et un camion de 44 tonnes... c'est des millions et des millions de fois plus important. Donc un camion détruit, en gros, je traduis, un camion détruit des millions de fois plus par son passage la route qu'une voiture. Ouais, des millions. Ouais. Donc surtout vraiment les 44 tonnes ou les choses très lourdes. Il paraît qu'il y a encore des véhicules encore plus lourds, notamment en foresterie, qui transportent des grumes, des arbres découpés. Il paraît qu'il y a quelques endroits en Europe où ils font rouler des 65 tonnes. Donc là, ça détruit complètement la chaussée. Et donc c'est ça. Et ils le savent. Il y a même des débats à l'Assemblée où on voit que le sénateur cite le chiffre d'un camion, c'est 1 million de chevaux. À l'époque, c'est la 2 chevaux la référence. Donc ils le savent très bien. Donc tout le monde le sait, les ingénieurs le savent, dans les débats parlementaires, ça se sait, etc. Et ils vont quand même décider de dimensionner tout le réseau national pour le poids lourd. Donc c'est un choix politique qui est fait à ce moment-là. Ça fait suite à des dégâts donc répétés, je l'avais dit, sur les chaussées. Les chaussées sont abîmées, de fait, surtout pendant l'hiver, pour des raisons que je pourrais expliquer, mais en gros, le sol gèle, la chaussée est très fortement abîmée, elle est complètement détrempée et elle perd en résistance, au fond, pendant l'hiver. Et donc, on a ce choix qui est fait, là, après l'hiver 63, de dire, OK, enfin, ça se fait pas immédiatement, justement, il faut convaincre le ministère des Finances que ça va être un programme extrêmement coûteux. Je peux le dire tout de suite, ce sera plus coûteux que le programme autoroutier les premières années, surtout autour de 75. De refaire la chaussée nationale. D'épaissir les routes nationales sera plus coûteux donc que le programme autoroutier qui a son apogée aussi en 75. Donc ils ne le savent pas encore en 63, mais ils savent que ça va être très coûteux. Ils doivent convaincre le ministère des Finances. Ils vont mesurer à quel point les chaussées sont dégradées sur toute la France et ils vont produire comme ça des rapports très techniques pour dire au ministère des Finances ce sera rentable d'épaissir toutes les routes nationales. Mais c'est un programme énorme. Donc à l'époque, encore une fois, c'est le pré-réseau principal. Ça fait 80 000 km de route. Finalement, ils ne pourront pas épaissir tout, ce sera beaucoup, beaucoup trop important, mais ils vont élargir et épaissir toutes les routes nationales entre 69 et 90. Bon, après, tout plein d'histoires que je ne raconte pas ici, mais donc là, on a un choix politique de décider de dimensionner des routes pour transporter les marchandises. Mais donc si on revient à aujourd'hui, le fait par exemple de nourrir l'Europe avec des fruits et des légumes qui viennent du sud de l'Espagne et par des camions qui traversent, quand on va dans le sud de la France, on voit tous ces camions portugais, espagnols qui charrient des quantités, des tonnes et des tonnes de fruits et de légumes en venant de la péninsule ibérique. Ça, en fait, ça a un coût sur les finances publiques énorme parce qu'il faut toujours reconstruire les chaussées à cause de ces camions. C'est ça. Donc en fait, c'est exactement ça. En fait, pour le dire de façon un peu provocante, on ouvre des carrières, on extrait du granulat pour faire passer des fruits d'Espagne vers les Pays-Bas ou des Pays-Bas vers l'Espagne. Donc c'est en gros un choix politique qui a été fait de libre circulation des marchandises, donc c'est le marché commun européen. Et on pourrait rajouter à ça évidemment les marchandises importées via les ports qui circulent. Donc aujourd'hui, c'est 90% des marchandises circulent par camion. Qui circulent. Alors, c'était pas le cas dans les années 60, mais justement, ils ont produit l'infrastructure, ils ont construit toute cette infrastructure qui a permis aujourd'hui de faire circuler sans cesse des camions du nord au sud, du sud au nord, d'est en ouest. Et ils ont construit aussi les énormes ports qui pouvaient accueillir tous ces conteneurs, qui pouvaient accueillir toutes ces marchandises. C'est ces choix politiques-là qui sont faits dans les années 60, dont on hérite aujourd'hui, et ça coûte hyper cher, comme je l'ai dit. Donc, monétairement, c'est évidemment 200 000 € par an par kilomètre d'autoroute. C'est énorme, donc 5 km d'autoroute, c'est déjà 1 million.
Alors que l'autoroute, elle est là, je veux dire, il n'y a évidemment pas de... Et au niveau de la matière, comme je l'ai dit, c'est aussi très important. Je peux rajouter juste, d'ailleurs, en parlant de libre-échange sur les ports. Les ports sont, donc on appelle ça les grands ports autonomes, grands ports maritimes sont construits dans les années 60. En fait, ils vont étendre, ou alors soit ils vont construire de nouveaux ports vraiment, comme à Fos-sur-Mer, soit ils vont en étendre d'autres, rajouter des digues, des quais, des bassins, etc. Mais c'est vraiment énorme. Donc par exemple à Fos, c'est 7500 hectares, je pense, de superficie, où ils vont décider d'installer la sidérurgie, ils vont décider, à Dunkerque aussi, ils vont installer la sidérurgie, installer des bassins pour accueillir des super pétroliers de 300 000 tonnes, construire des pipelines, enfin ils vont construire tout un tas d'infrastructures. Et aujourd'hui, pour faire fonctionner ces ports, qui peuvent accueillir des navires avec un tirant d'eau important, le tirant d'eau, donc c'est la profondeur du navire, il faut extraire chaque année 40 à 50 millions de mètres cubes de sédiments des ports, parce que sinon l'eau, il n'y a pas assez de place pour que les navires puissent être accueillis. Donc ça aussi c'est un choix politique, c'est-à-dire que rien que pour accueillir ces navires, on va extraire toute l'année des millions et des millions et des millions de mètres cubes de vases, de sédiments qu'on rejette au loin. On rejette ça un peu plus loin en mer. Alors on a découvert dans le nord, surtout autour de Dunkerque, que en fait, une partie de ces sédiments étaient pollués, parce qu'il y avait des bassins sidérurgiques, il y avait des bassins industriels autour. Et donc cette vase où ce mélange, enfin, ces matériaux étaient assez pollués, et donc ils commencent à les garder à terre en partie, à essayer de les valoriser. Sauf qu'ils n'ont aucune idée de quoi faire avec ça ne se valorise pas du tout. Et c'est très encombrant. Donc en fait, pour l'instant, ça reste très majoritairement rejeté en mer. Une toute petite partie reste dans les ports. Mais donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce choix de libre-échange européen, mais aussi mondial, ce sont toutes ces carrières où on extrait de la matière pour entretenir des routes, c'est ces collines sous-marines qui sont créées, qui sont remplies d'ailleurs. Il y a des endroits où il faut changer de colline sous-marine, il faut produire une nouvelle colline sous-marine, parce qu'il y en a une, elle est surchargée déjà, etc., etc. Donc c'est vrai que c'est ça que j'essaye aussi de penser, c'est avoir ces dialectiques toujours, pas simplement me contenter d'une carrière ou d'une route, ou d'un choix politique, mais de les relier, de les rattacher toujours dans une histoire un peu longue. Oui, parce que ce qui est intéressant aussi, et ce que tu le montres avec des cartes d'ailleurs dans la thèse, par exemple pour construire une autoroute, en fait, il faut que les ingénieurs prévoient des carrières tout au long de l'autoroute. C'est pas justement du sable qui vient d'une autre région, c'est vraiment extrêmement local. Ouais, donc ça vient du fait que, encore une fois, il y en a partout en France, du sable et du gravier. Quasiment. Alors la Bretagne en a un peu moins, c'est pour ça qu'ils insistent sur le granulat marin. Mais les autres régions, en gros, ont toutes beaucoup de sable et de gravier. Il va quand même y avoir un épuisement, enfin je le précise pour pas être mal compris, il va y avoir un épuisement quand même de toutes les rivières. On va tellement en extraire dans les années 60-70 que les gisements des rivières vont s'épuiser. Et surtout en région Île-de-France, parce qu'on construit tellement, on consomme tellement de béton en région Île-de-France que les gisements en Île-de-France vont très rapidement s'épuiser. Mais de fait, la matière est locale, et donc quand on construit une autoroute, c'est différent d'un chantier urbain, parce que le chantier urbain a déjà ses carrières autour de la ville, disons, avec, par exemple pour Paris, des péniches qui vont faire venir le sable et le gravier, qui vont l'amener dans des usines en bord de Seine, des usines de béton, et le béton va être envoyé sur les chantiers. Pour un chantier autoroutier, le chantier est mobile. Donc c'est-à-dire qu'il faut prévoir des carrières tout le long, parce qu'on ne va pas transporter une matière qui vaut rien sur des kilomètres et des kilomètres. Le coût de transport est beaucoup trop important, puisqu'on a partout du granulat. L'idée est d'ouvrir des carrières tout le long de l'itinéraire routier, par exemple. Et les ponts et chaussées vont se spécialiser dans le granulat. Alors j'ignorais ça. Ils vont devenir vraiment des grands spécialistes de tous les types de granulats. Alors, d'un point de vue qualitatif, parce qu'ils veulent savoir qu'est-ce qu'ils vont mettre dans les routes. D'un point de vue quantitatif, ils vont faire des inventaires de tous les départements, de toutes les rivières, de absolument toutes les vallées en France. Donc c'est très impressionnant, avec des cartographies très précises de là où on peut extraire du sable et du gravier bon marché. Et ils vont prévoir, enfin voilà, il y aura une planification très très poussée des chantiers, parce qu'il faut faire venir, donc encore une fois, sur un chantier des dizaines et des dizaines de milliers de tonnes en un temps très court. Ils font par tronçon d'autoroute.
sur quelques kilomètres, il faut déjà, comme je l'ai dit, s'il faut 30 tonnes par mètre sur 10 ou 20 kilomètres, il faut déjà des milliers et des milliers de granulats en 6 mois. Et donc, il y a toute une gestion des carrières là, qui naît avec voilà, des petites carrières qui vont apparaître le long de ces chantiers. Mais ça veut dire que des carrières, il y en a partout en France? C'est ça. Alors ça, c'est une caractéristique aussi intéressante, je trouve, parce que pour d'autres matières, typiquement les matériaux, les minerais métalliques, les métaux, on a en général quelques grandes carrières de cuivre, par exemple, ou de mines de cuivre, pardon, ou de cobalt ou d'autres. Alors que là, on a vraiment une géographie très différente. On a, comme il y a à peu près partout de sable et de gravier, qu'il y a des chantiers un peu partout en France. Alors évidemment, il y en a beaucoup plus en Île-de-France, dans les régions un peu plus denses, densément peuplées. Mais pour le dire de façon schématique, il y a des carrières partout en France. Elles sont relativement uniformément réparties sur le territoire. Il y en a combien, on sait à peu près? Oui, on sait. Alors j'ai trouvé des... Alors aujourd'hui, il y en a 4000 environ. C'est très concentré aujourd'hui. Enfin, c'est devenu assez concentré, disons. Donc il y a quelques carrières. Enfin, il y a le top 1%, donc les 40 carrières les plus importantes qui font déjà 80 millions de tonnes. Enfin, elles produisent 1, 2, 3 millions parfois de tonnes. Ça, c'est les plus grandes, vraiment les très très grandes carrières. Ensuite, en fait, on a quand même des milliers de carrières qui produisent 100 000, 150 000, etc., etc. Dans les années 80, au début des années 80, il y en a 12 000. Il y a 12 000 carrières, donc il y en a vraiment beaucoup. Et au tout début du XXe siècle, c'est intéressant parce qu'on extrait encore peu de sable et de gravier, mais il y en a 40 000. Donc, au fond, l'histoire des carrières, ce sont des espaces. 40 000, en gros, il y en avait dans toutes les communes de France, il y avait une ou deux petites carrières où on extrayait, en fait pas toute l'année, on extrayait un peu de pierres pour voilà, les constructions locales, donc avec les pierres qui dépendaient de la géologie évidemment. Il y en a 40 000, elles vont être moins nombreuses, plus grandes en superficie, surtout les carrières des rivières en fait, parce qu'elles sont peu profondes, on peut extraire sur 5-6 mètres, 7 mètres, alors qu'une carrière de roche dure, donc aujourd'hui on extrait beaucoup de gravier en roche dure, donc qui sont pas qui sont calcaires, on appelle ça, ou éruptives parfois. Celles-là, elles sont beaucoup plus profondes. Donc bref, pour les carrières alluviales, enfin pour les carrières en rivière, elles sont très très étendues parfois. Elles peuvent atteindre 20 hectares, 30 hectares. Donc, pour comprendre, à côté de chez moi, par exemple, en Normandie, où est-ce qu'on trouve des carrières? Ça veut dire que c'est des carrières directement dans la roche, ça veut dire que c'est dans l'Orne, ça veut dire que c'est dans les rivières. Elles sont où aujourd'hui, les carrières? Où est-ce qu'on va extraire ce sable? Alors, aujourd'hui, ça a beaucoup changé. On extrait un peu moins d'un tiers de granulats alluvionnaires. Donc, alluvionnaire, c'est en gros... tout le granulat qu'on pourra trouver en rivière et sur le bord des rivières. Lors de périodes de crues, durant les millénaires passés, a été déposé des alluvions qui sont du très bon sable et du gravier pour le béton. C'est ça qu'on extrait dans les années 60. Donc, pour donner quelques dates, les plus grandes carrières de France, de 45 en gros à 93, c'est les rivières et les bords des rivières. Donc c'est la Loire, la Garonne, le Rhône. Tout ça, ouais. Y compris l'Isère, l'Arve, les rivières de montagne, etc. Mais c'est un fait étonnant dans l'histoire des carrières, parce qu'au XIXe siècle, jamais on aurait cru qu'on allait extraire une carrière. L'image d'une carrière, on n'aurait jamais pensé à une rivière, évidemment. Donc il y a vraiment une transformation majeure là-dedans qui va de pair avec les changements dans les techniques de construction. Donc c'est le béton qui change beaucoup ça, mais aussi, comme je l'ai dit, la technique de construction des routes, par ces sous-couches-là qui ressemblent à des sous-couches de béton. Ces transformations des techniques de construction font qu'aujourd'hui, donc depuis 1945, on extrait essentiellement du sable et du gravier. Donc c'est-à-dire qu'on produit les carriers produisent une dimension et non plus un bloc qu'ils vont tailler. C'est vraiment un changement là très important dans l'histoire sociale, technique des carrières. Pour revenir à quelles sont les carrières aujourd'hui, donc jusqu'en 1993, c'est majoritairement des rivières ou des bords de rivières qu'on extrait du sable et du gravier. Et en 1993, vient une loi qui interdit l'extraction dans le lit mineur, donc dans le cœur de la rivière. On ne peut plus extraire de sable et de gravier depuis 1993. Parce que notamment, il y a eu des accidents sur la Loire. Non, il n'y a pas un pont qui s'est effondré sur la Loire. Ouais. Alors en fait,
Ça vient de il y a plusieurs facteurs qui expliquent cette interdiction. Il y a énormément d'opposition, de tensions, des élus, des habitants, des associations qui luttent contre cette extraction. Il y a parce que donc ça détruit toute la faune, la flore, ça abîme complètement les rivières, ça change aussi la vitesse des torrents, ça change tous les écosystèmes des rivières. Un autre facteur sont comme les niveaux d'eau baissent, il y a certains ponts qui vont s'affaisser parce que leurs pieux qui étaient en bois, les ponts anciens par exemple, vont pourrir au contact de l'air. Tant qu'ils sont dans l'eau, ils ne posaient pas de problème, et une fois qu'ils sont en contact de l'air, ils vont pourrir et ça va fragiliser des piliers. Il y a plusieurs ponts qui vont s'effondrer, dont un très connu, le pont Wilson à Tours, qui en fait en soi n'est pas un événement extraordinaire, mais ça aura un impact médiatique important et ça va en fait être le début d'une série de rapports, de réflexions au sein des ponts et chaussées, de l'administration des routes, et qui va mener finalement, in fine, à cette loi de 93 qui interdit l'extraction des mineurs. Et il y a d'autres dégâts, il y a des impacts sur les nappes phréatiques, il y a des impacts sur les pêcheurs sont sont pas contents non plus, etc. Donc il y a toutes ces tensions-là. Et dernière chose, je ne l'ai pas dit, mais les rivières, les gisements se sont épuisés au fond. Donc en fait, il y a aussi un argument tout bête à pourquoi ils extraient plus en rivière après 93, c'est qu'il n'y a plus grand-chose dans les rivières. C'est difficile à évaluer, mais enfin, on peut les croire puisqu'ils extrayaient 10 fois trop, 12 fois trop pendant des décennies. Donc la Loire s'est vidée, il y a eu toutes ces tensions, et il y a cette loi de 93 qui interdit l'extraction dans les mineurs. Donc aujourd'hui, il y a encore du granulat et du sable et du gravier alluvionnaire, on appelle ça. Il est minoritaire. Donc aujourd'hui, si on doit donner l'image type d'une carrière, ce serait plutôt une carrière de roche dure avec un front de taille, quelque chose de visible plutôt. Donc on mange de la montagne, quoi. Voilà, aujourd'hui on avale des montagnes, c'est ça. Alors qu'à l'époque, ils vidaient les rivières, ils saccageaient les rivières. Et c'est ça. Aujourd'hui, c'est un peu plus visible, peut-être. Bien qu'il y a un énorme effort de la part des carriers pour cacher les carrières. Ils vont planter plein d'arbres, ils vont faire une petite colline devant le front de taille pour le cacher, etc. Donc il y a vraiment des stratégies qui sont mises en place là, depuis une trentaine d'années pour produire un paysage apaisant et pour faire en sorte que l'extraction puisse se maintenir. Parce que donc, encore une fois, le pic est en 2007. Donc en fait, après cette loi de 93, cette loi n'a pas fait baisser le niveau total d'extraction. Elle a simplement fait basculer l'extraction, comme tu l'as fait remarquer, des rivières aux montagnes, quoi. Ouais. Et donc, on risque de manquer de sable, de gravier ? C'est difficile à dire. Au fond, la réponse, elle est non, elle est négative. Parce que, alors, il faudrait pas que ça se sache, je sais pas, mais en fait, il y a des énormes réserves, par exemple, de granulat marin, qui est du sable alluvionnaire. En fait, le granulat marin, c'est essentiellement les rivières qui ont apporté pendant des millénaires et des millénaires et des millénaires des alluvions dans les embouchures et un peu plus loin que les embouchures. Donc, on en trouve beaucoup au large de la Seine, on en trouve beaucoup dans l'estuaire de la Loire, etc., etc. Il y a des milliards et des milliards et des milliards et des milliards de mètres cubes. La dernière estimation, je peux la donner, ça va pas trop parler, mais parce que ça les intéresse encore beaucoup, le granulat marin, c'est 540 milliards de mètres cubes, donc c'est absolument colossal, de granulat marin excellent, etc. Alors leur seul problème pour l'instant, c'est que ça coûte encore un peu trop cher de l'extraire et de le transporter jusqu'au grand chantier parisien, par exemple, donc ils ne le font pas. Mais voilà, les réserves, elles sont encore énormes. Et à l'époque, ils avaient fait une première estimation. C'est le problème des réserves, c'est qu'ils font des premières estimations un peu alarmistes parfois, en disant la première estimation, elle était de 30 milliards, et la dernière donc de 540. Donc en fait, ils en ont trouvé encore beaucoup plus. Et c'est un peu pareil pour le sable en rivière. Il y a beaucoup de rapports dans les années 60, surtout en région parisienne, qui sont très inquiets. Ils disent on va manquer de sable en région parisienne. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont allés chercher à la mer, en disant que ce serait une solution pour la région parisienne, d'importer du sable depuis le large du Havre. Ça s'est jamais fait finalement, mais donc ces rapports alarmistes des années 60 sur la région parisienne, au fond, ont été invalidés, puisqu'on
On extrait peu de sable en région parisienne, beaucoup moins que dans les années 60, mais on extrait encore en Île-de-France, en bord de rivière, du sable et du gravier. Donc c'est difficile à faire des prévisions, parce que j'ai l'impression qu'elles ont été souvent invalidées. Mais de fait, en tout cas, le stock est fini en rivière. Mais il me semble que ça dépendra plus de lutte et de combat politique que d'une raréfaction géologique, il me semble. Tu l'as dit à plusieurs reprises, mais le granulat, ça vaut pas grand-chose en fait. C'est ça. Ça vaut... aujourd'hui, ça vaut... de ce que j'ai compris sur Internet, j'ai essayé d'acheter une tonne de granulat, c'est 10 €. Un peu moins en fait, ce serait 8-10 €. Alors après, en fait, c'est le coût de transport qui va compter. En fait, l'extraction, enfin ça paraît dingue, mais ça vaut rien quoi. Donc dans certains bars parisiens, une pinte c'est 10 €, bah, c'est une pinte, et t'as une tonne de granulat. Donc ce qui va compter, c'est le coût de transport. Et donc c'est pour ça qu'ils vont jamais transporter à plus de 30 ou 50 km par camion, parce que ça va doubler le prix ou tripler le prix du granulat. Alors par péniche, ils peuvent le transporter sur des distances plus longues, donc en région parisienne. C'est un cas un peu à part, parce qu'il y a beaucoup de transport par péniche de granulat. Mais sinon, oui, ça vaut pas grand-chose. C'est vraiment... c'est intéressant, ça aussi, d'avoir une histoire d'un extractivisme qui soit pas avec une matière extrêmement rare, extrêmement chère, comme un métaux hyper rare, ou l'or, ou ces métaux qui ont une grande valeur monétaire. Là, c'est quelque chose qui vaut rien, à peu près. Ça vaut rien. En revanche, ça a des conséquences environnementales qui sont fortes, parce qu'on suppose, pour déplacer des quantités de granulats, de sable, de gravier sur ces distances-là, même si on voit qu'elles sont assez courtes à cause du prix du transport, c'est des émissions de CO2 énormes. Ajouter à ça tout le ciment qu'il faut, j'ai plus le chiffre exact du ciment, mais c'est une part importante des émissions de CO2 mondiales. Je crois que c'est 6-8%, je sais plus. En fait, cet extractivisme, c'est aussi une dépense énergétique très forte et beaucoup de CO2 émis. Voilà. Oui, en fait, on ne peut pas l'isoler. Il va de pair avec, encore une fois, la circulation de camions, des accidents de voitures, des routes à réparer, enfin, je ne sais pas, tout un tas des écosystèmes abîmés, etc. Au niveau des émissions, tu as raison, le ciment, ce serait 6 à 8%. Voilà, ce serait le troisième pays, si j'ai bien lu. Si c'est un pays, ce serait le troisième pays émetteur au monde de gaz à effet de serre. Et d'ailleurs, dans le ciment, il y a une part de ces émissions qui est impossible à faire baisser, qui est due à un processus tout chimique, tout bête, ça s'appelle la décarbonatation. En gros, quand ils vont faire chauffer... alors, donc, il y a l'émission qui est liée au four, donc ils vont mélanger dans un four du calcaire et de l'argile. À très haute température. À très haute température, à 1450 degrés, donc ça, évidemment, ça consomme beaucoup. Ça, ils essayent de faire baisser ça avec d'autres combustibles, etc. Mais l'autre partie, qui serait quasiment la moitié des émissions de l'industrie cimentière, est due en fait au processus chimique qui veut qu'il y ait du CO2 qui sort de l'équation quand ils font chauffer le CaCO3, donc le calcaire et l'argile. Donc ça, c'est évidemment un premier point. Ça, c'est simplement l'industrie cimentière. Après, il y a tous les camions qui circulent. Il y a tous les camions qui circulent pour transporter le granulat. Alors, ça paraît fou, mais il y a des cercles vicieux là assez intéressants. Il y aurait 10-15% du trafic, donc en tonnes, du trafic de camions en Île-de-France qui serait simplement pour faire circuler du granulat ou des déchets de démolition, on pourra en parler peut-être. Donc, ces camions très lourds, qui transportent, disons, chaque fois 20 tonnes, 40 tonnes, 30 tonnes, ça dépend du type de camion, vont abîmer les routes et vont demander de nouveau de l'extraction, qui va nous demander encore de nouveaux camions pour faire transporter cette extraction, qui vont abîmer les routes, etc. Donc là, on a vraiment un cercle vicieux qui tourne en rond, qui fait que tant qu'on garde les niveaux de construction et les usages actuels, ce cercle-là boucle et se maintient tout seul, en fait, pratiquement. Donc un camion sur 8, un camion sur 10, c'est simplement du sable pour construire les infrastructures. C'est ça. Aujourd'hui, c'est un peu plus. Alors, ils essayent, avec le Grand Paris, là, de faire transporter le plus possible par péniche, etc., etc. Il y a des grands récits un peu greenwashing pour dire que leurs infrastructures, leurs chantiers sont vachement verts, etc. Mais les dernières années, c'était ça. C'était environ... des tonnages, donc environ, ouais, c'est ça, un camion sur 8 transporte du granulat.
Et longtemps, les législations étaient très arrangeantes, c'est-à-dire que faut pas d'autorisation particulière pour ouvrir une carrière. C'est une histoire très locale en fait. Ouais, alors la législation, elle est vraiment clé là-dedans pour comprendre cet extractivisme. Au fond, quand on parle des extractivismes, il faut toujours un peu analyser qu'est-ce qui les permet, quels sont les acteurs qui sont derrière, les institutions, comment ça a été rendu possible. Par exemple, si on va étudier visiblement le sable en Inde, il y aura des mafias, il y aura des réseaux d'acteurs spécifiques. Si on étudie l'extractivisme de métaux en Amérique latine, on aura d'autres types d'acteurs, peut-être des paramilitaires, j'invente des choses, mais il y aura Oui, c'est plutôt des gros groupes chinois. des gros groupes chinois, des multinationales, etc. etc. Donc, moi, je voulais comprendre qui rend ça possible, comment ça se fait, comment donner un sens à cet extractivisme. Donc, je le constate, je l'observe, je le quantifie, je vois, j'ai les ordres de grandeur, je vois où ça va, etc. Mais pourquoi ça a été rendu possible? Et la législation, il n'y a pas qu'elle, mais elle est vachement importante parce que jusqu'en 70, elle est hyper libérale au sens où il n'y a aucune autorisation à demander pour ouvrir une carrière. Il n'y a pas de contrainte sur la réhabilitation. Faut juste quand même posséder les terres. Voilà, il faut avoir un terrain et il faut aller. Normalement, il faut aller déclarer au maire, donc c'est déclaratif. Il faut aller déclarer au maire qu'on ouvrait une carrière dans la commune. Voilà, c'est toute la législation qui existe jusqu'en 1970. Cette législation, elle va s'épaissir petit à petit. À partir des années 70, il va y avoir des lois en 76, 77. 79, et puis celle de 93 qui est à mon avis la plus importante, dont j'ai parlé tout à l'heure, où ils vont vraiment dire là maintenant, vous devez, c'est interdit d'extraire dans le lit mineur des rivières, vous devez réhabiliter, vous devez réaménager, et il faudra de la concertation. Vous devez penser les réaménagements avec le voisinage, avec les habitants, avec les acteurs du département. Mais ce qui me paraissait intéressant là-dedans, c'était de constater que cette législation, donc elle est inexistante avant 70, donc on se dit, bon bah ok, on comprend pourquoi ils saccagent les rivières, rien ne leur interdit d'extraire nulle part. Mais comment ça se fait que l'inflation législative, donc l'accumulation de décrets, de lois, ne fait pas baisser les niveaux d'extraction? C'est ça qui me paraissait intéressant, de voir que, en fait, encore une fois, ils vont augmenter jusqu'en 93, il y a des petites baisses au début des années 80, je peux le préciser, et ça réaugmente jusqu'en 2007. Et au fond, cette législation, il me semble qu'elle va légitimer en fait l'extraction, sous conditions, donc conditions importantes, hein, puisque de fait, ça a relativement apaisé les tensions. En tout cas, j'ai observé un peu moins de conflits, il y a eu probablement moins de dégâts, donc elle n'a pas été négligeable au niveau des conséquences environnementales, on peut pas le nier. Mais elle a permis elle a légitimé le fait qu'on allait continuer à extraire, que ça c'était non négociable. Il y a des besoins, donc c'est important de noter que les besoins en matériaux, donc les besoins au fond de chantier, les besoins de construction sont toujours naturalisés. Il faut du granulat. On n'explique pas pourquoi il faut, mais il en faut. Et donc ça, c'est non négociable, on ne pourra pas. Et donc la question est plus de comment on va extraire ce granulat dans les meilleures conditions possibles. Et alors, il va y avoir toute cette accumulation de lois. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle va en partie répondre aux exigences de certains opposants. Les opposants qui tout simplement veulent réduire les impacts, disent un peu moins de poussière, un peu moins de bruit, donc c'est des demandes assez basiques. Ça, ils vont pouvoir y répondre assez facilement, au fond, ils vont dire ok, un peu de concertation, des choses comme ça. Les opposants qui disent on veut pas de carrière parce qu'on veut pas d'autoroute, eux ils vont pas être écoutés du coup, parce que justement, comme le besoin d'autoroute est naturalisé, eux ne seront pas entendus. Ils sont souvent qualifiés d'extrémistes ou des choses, enfin les mots assez usuels pour les disqualifier. Et dans cette législation-là, ce qui va être important, donc, c'est que les demandes sociales vont être en partie satisfaites. Et surtout, cette question que moi je trouve intéressante, c'est qu'il va y avoir un énorme travail qui va être fait sur la réhabilitation. Ils vont dire, certes, on va ouvrir une carrière pendant 30 ans, mais après, vous aurez un espace super. Vous aurez un plan d'eau, vous pourrez faire de la planche à voile, il y aura un parc, et ils vont produire, en fait, il y aura toute une documentation produite par des bureaux d'études, des paysagistes, des biologistes, des écologues, donc on peut voir, c'est des super dépliants où on voit effectivement un futur très joyeux. Alors certes, le présent va être un peu triste, un peu rude, il y aura du bruit, il y aura des dégâts, mais vous aurez un très bel espace après. Et même, il y aura un discours de la carrière viendra valoriser un espace. C'est-à-dire que au fond, c'est un espace un peu quelconque, alors qu'après, dans le futur, ça va valoriser votre commune, ça va valoriser votre maison, etc.
Et ils vont vraiment ils vont vraiment insister sur ce point, et ça marche, quoi. Ça marche bien. Et enfin, comment dire, y compris au niveau de la biodiversité, c'est intéressant. Ils vont en fait s'associer, les carriers, donc le patronat des carriers va s'associer à des ONG, notamment la LPO, la Ligue de protection des oiseaux, si je dis pas de bêtises, et d'autres associations environnementalistes, qui vont aller constater en carrière, des carrières réhabilitées, qu'effectivement, il y a une super biodiversité, etc., etc. Et donc, en fait, ils vont beaucoup insister sur le futur de la carrière, sur le fait qu'ils prennent les choses sérieusement, ils font des super études d'impact. Donc, en fait, ils vont beaucoup mettre l'accent là-dessus, et beaucoup moins sur pourquoi on extrait, pourquoi on ouvre une carrière, et cet aspect-là. Et ça marche assez bien. Et donc, encore une fois, sur cette production d'un paysage, d'un espace joyeux, ludique, qui sera financé donc, par l'entreprise. Et ça va bien marcher. Il me semble que c'est un des éléments clés pour maintenir les niveaux importants d'extraction. Oui, moi je me souviens, quand j'étais petit, j'allais dans une ancienne carrière, je crois que c'était les Sablières près d'Angers, donc c'est vraiment des plans d'eau qui sont dans d'anciennes carrières. Ça, tu disais tout à l'heure qu'il y avait 4000 carrières aujourd'hui actives, tu disais qu'il y en avait 40 000 dans les années 70 ou 60, je sais plus. Mais en fait, ça veut dire qu'il y a des dizaines et des dizaines de milliers de carrières, il y a des milliers de carrières soit actives, soit hors d'usage dans les départements en France. On a une idée du nombre de carrières qu'il y a eu Ouais. Ouais, on a une idée. Ça m'a frappé. Parce que, alors, le 40 000, c'est au début du 20e. Années 80, c'est 12 000. Mais bon, c'est des milliers et des milliers. Mais j'avais trouvé. Alors, il y a un fichier d'une institution qui s'occupe de ça, c'est le BRGM, c'est le Bureau de recherche et des mines. Et le BRGM, ils ont un fichier qui s'appelle Carrières, je crois, qui recense toutes les carrières actives ou abandonnées de l'histoire. Et il y en a 107 000, je crois, ou 103 000. Donc, enfin, voilà, c'est des dizaines et des dizaines. Elles sont répertoriées, cartographiées, etc. Et la plupart ont été abandonnées. Ça veut dire plus de 1000 par département. Pour qu'on se rende compte de l'idée aussi de l'ampleur. 100 000, ouais. Donc, il y a quoi? Il y a 100 départements? C'est ça? Quelque chose comme ça, un peu ok, moins. ouais, donc 1000. Ouais, je suis pas français, alors je demande pour le nom de département pour être sûr. Ok. Ouais, c'est ça, il y en a partout. Alors, mais il faut savoir que dans ce fichier-là, il y a vraiment des carrières toutes petites. Voilà, en passant, on peut même pas se rendre compte que c'était une carrière en 1900. Parce qu'encore une fois, c'est les carrières ils ont essayé de répertorier toutes les carrières depuis la fin du 19e siècle. Mais cette histoire de carrière abandonnée, ça a été important, parce qu'encore une fois, dans les années 60, par exemple dans la vallée de l'Eure, donc pas loin de Paris, il y a des associations qui sont créées et qui sont vraiment outrées par ce qui se passe, parce qu'il y a des carrières tout le long de l'Eure. Et visiblement, on extrait 2-3 ans et elles sont abandonnées. Et après, même en général, elles servent un peu de dépotoir à des déchets, à des ordures ménagères, à des déchets divers et variés. Et ça c'était un point sur lequel ils ont beaucoup insisté dans les années 60-70 au sein des administrations. Ça a été de dire, ça c'est inacceptable, on ne peut plus faire ça parce que on aura des contestations beaucoup trop importantes si on laisse faire ça. Donc, encore une fois, il faudra réhabiliter et prendre en charge absolument la fin de carrière, quoi. On a vu l'inflation des besoins de matériaux de construction et l'inflation aussi du besoin de matière, de sable, de granulats au cours de l'histoire. Ça veut dire aussi une inflation économique. Ça coûte très cher à la société que d'entretenir constamment ces routes, de créer des nouvelles infrastructures aussi. Oui, c'est très très cher. Pour les routes, on a j'avais lu les chiffres que par an, donc ça coûte aux collectivités publiques, à toutes les finances publiques, pardon, en France, ça coûte environ 15 à 20 milliards par an les dernières années. De faire quoi? De construire, d'entretenir les routes? D'entretenir les routes, de maintenir les routes, de maintenir le réseau routier. Donc c'est beaucoup. On peut regarder, alors plus précisément, ça je trouve ça intéressant d'aller voir, donc les autoroutes c'est pris en charge par l'État, ensuite il y a des concessions, donc c'est les grandes multinationales qui s'en chargent, les réseaux départementaux et communaux qui sont très importants en fait. Il faut pas les oublier. J'essaye de rappeler que les autoroutes c'est une partie de l'histoire, mais en fait ce qui est aussi intéressant à regarder, c'est cet énorme réseau qui est déjà là, qu'il faut sans cesse réparer, entretenir, maintenir.
Et donc les réseaux communaux et départementaux coûtent très cher aux communes et aux départements. J'ai lu que pour les départements, ce serait environ 10% du budget d'un département, ce serait ces routes. Et pour les communes, donc les communes ont en charge les réseaux communaux, ça fait environ 600 000 km de route, donc c'est énorme par rapport aux 12 000 km d'autoroute. Le réseau départemental, je peux donner le chiffre aussi, c'est 380 000 km. Donc c'est des réseaux très importants. Et les routes, ce serait 30 à 40% du budget d'une commune, l'entretien des routes. Donc en fait, les impôts d'une commune en France servent à entretenir des routes. Et non pas à d'autres choses. Qui servent elles-mêmes à supporter des camions. Qui servent en partie à supporter des camions, des SUV ou des poids un peu lourds, quoi. En tout cas, pas des poids légers, quoi. Voilà. Et donc, effectivement, c'est des coûts absolument énormes. Et puis, bon, pour d'autres grandes infrastructures, on entend souvent, hein, pour les aéroports, des lignes grande vitesse, des centrales nucléaires, ça coûte très, 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 très cher à construire et à maintenir. Oui, alors on a beaucoup parlé des routes, on a un peu parlé des ports, les aéroports. C'est la même chose, c'est la même logique, c'est-à-dire que c'est en fonction du poids qu'on utilise énormément de matériaux. Et est-ce qu'on a des ordres de grandeur pareils de l'utilisation des matériaux dans les aéroports? Oui, alors j'avais regardé, je suis un peu moins spécialiste, mais j'avais regardé pour les aéroports. Ce qui est intéressant, c'est qu'après-guerre, après Seconde Guerre mondiale, les ingénieurs conçoivent plus ou moins une piste d'aéroport comme une route. Plus ou moins. En gros, il y aura un engin qui pèsera 2 tonnes qui va rouler dessus, puisque les avions sont vraiment de dimension petite, peut-être 5 tonnes pour un avion et moins pour une route, mais enfin pour une voiture automobile, mais les poids sont assez similaires. Et puis viennent des avions de plus en plus importants qui vont peser 20 tonnes, 30 tonnes, 60 tonnes. Et ils s'en alarment très vite d'ailleurs dans des congrès, enfin j'avais vu des congrès mondiaux des routes, où ils font le parallèle avec les avions. Et il y a parfois des sections, des séances dédiées aux pistes d'aéroports dans les congrès des routes. Et de fait, ils se disent, voilà, là on a un problème avec nos pistes d'aéroport, c'est qu'elles ne supportent plus le poids des avions. Et donc la logique est la même, effectivement. Mais elle est antérieure, en tout cas au niveau mondial, elle est antérieure pour les pistes d'aéroport que pour les routes en France. Donc en gros, c'est pour dire que les ingénieurs en France, dans les années 60, savaient très bien qu'un engin lourd allait détruire une route, ça, ils le savaient très bien, de par les aéroports et de par les essais aux États-Unis. Et donc oui, l'idée est la même. Et donc ils vont devoir construire des toutes nouvelles pistes à Orly. Là, ça va être une piste qui va être super épaisse en béton. Pour le coup, alors c'est souvent du béton, vraiment du vrai béton pour les pistes d'aéroport. C'est moins souvent du bitume. Qu'il va falloir refaire très souvent. Donc souvent, on peut, je sais pas, tous les 10-15 ans, on va entendre qu'ils refont une piste à Roissy ou à Orly. Et ça coûte hyper cher en euros. Et c'est 1 million de tonnes, comme ça, juste pour une petite piste d'aéroport. Voilà, la consommation de béton et de gravier, donc, pour ces pistes-là, est très importante et proportionnelle, encore une fois, au poids des engins, ouais, en général. Et donc en fait, c'est ça. En fait, tous ces engins ont grandi. Les navires, la 380. Avions, voilà, c'est ça. La 380. Et tout ça a des effets très importants. Donc, d'avoir un navire 2 fois plus important, avoir un avion 2 fois plus lourd, ou 4 fois plus lourd, ou 6 fois plus lourd, ça change vraiment beaucoup en termes matériels. Mais il ne faut pas non plus tomber dans une histoire des engins grandissent et donc le monde s'adapte à des nouveaux engins. Enfin, j'essaie de toujours rappeler, voilà, les choix politiques qui sont faits derrière. C'est pas qu'une histoire de technologie qui a des ingénieurs qui auraient construit de nouveaux engins, qui auraient demandé de nouvelles infrastructures. C'est évidemment d'abord un choix politique de vouloir, par exemple, développer la pétrolisation de la France, enfin, pour donner un exemple, ou de vouloir aujourd'hui des ports méthaniers pour recevoir du méthane, du gaz liquéfié. Enfin, il y a tout un tas d'infrastructures qui sont des choix tout à fait politiques. Et ensuite, effectivement, l'infrastructure s'adapte. Mais elle ne s'adapte pas à l'engin, elle s'adapte aux choix politiques. On parle aussi de plus en plus à la fois du recyclage ou du ciment vert ou du béton vert. Est-ce que ça a une importance significative aujourd'hui dans les infrastructures? Alors, pour le dire simplement, non. Alors effectivement, il y a un énorme greenwashing de multinationales du BTP là-dessus. Il y a 2 choses. Il y a le ciment vert, qui serait un ciment qui
qui demanderait qui émettrait peu de CO2 par exemple. Comme je l'ai dit, il y a une part du CO2 qui est impossible à faire baisser, donc déjà ils sont un peu embêtés avec ça, mais ils essayent par exemple d'avoir des énergies les plus vertes possibles pour les fours ou des choses comme ça. L'autre aspect, c'est le sable et gravier, donc d'avoir un sable et gravier recyclé et de mettre ça avec du ciment vert et de faire un béton vert par exemple. Bon, en gros, ça existe très peu. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, donc, le béton a une durée de vie limitée. Aujourd'hui, depuis une vingtaine d'années, on démolit beaucoup de logements, de bureaux, les grands ensembles, il y en a beaucoup qui ont été démolis. Et c'est du béton armé, donc il y a toute la ferraille dedans. Et donc en gros, leur idée, c'est de le démolir, de le concasser, de retirer toute cette ferraille avec des aimants et ensuite d'utiliser les petits gravillons pour refaire du béton. De fait, ils ne le font pas, personne ne le fait. Ils prennent toujours du sable et du gravier naturel pour faire du nouveau béton, quasiment toujours. Ce qu'ils vont faire avec ce gravillon concassé, c'est qu'ils vont l'utiliser souvent en remblai. Ils vont l'utiliser dans les sous-couches des routes, dans des remblais. Par exemple, ils vont faire une énorme plateforme pour, je sais pas, une nouvelle piste d'aéroport, une centrale nucléaire. Donc, ils vont lisser tout un terrain et parfois, ils vont remplir avec des petits gravillons. Et donc, ils vont appeler ça du recyclage, mais c'est en réalité un sous-cyclage. Il n'y a pas du tout de recyclage là-dedans. Aujourd'hui, je peux donner un ordre de grandeur, c'est quand même 20 à 25 millions de tonnes de granulats de démolition, on appelle ça. Donc, sur les quoi? Sur les 300, 400 millions? Voilà, sur les 300 à 400 millions, ça dépend des années. Aujourd'hui, on est plutôt autour des 330, je crois. Donc c'est un peu moins de 10%, voilà, qui est sous-cyclé. À côté de ça, ce que j'ai réalisé en enquêtant, c'est qu'il y a depuis très longtemps du granulat recyclé. Depuis très très longtemps. Il y avait plusieurs types de granulats recyclés dès les années 50, très connus, très, très utilisés. Ils existent encore aujourd'hui. Je peux les citer rapidement. Il y avait le schiste houillé. Alors le schiste houillé, c'est en fait toute la matière qui constitue les terrils de charbon. En fait, quand on extrayait 1 tonne de charbon, il y avait 1 tonne qui allait sur le terril. Ça, c'est du schiste. Et ça, en fait, c'est un bon gravier. Donc on pouvait l'utiliser dans plein d'infrastructures. Ils en ont utilisé massivement dans le Nord. Donc il y avait énormément de recyclage, de granulats recyclés, si on veut, dans le Nord, dans les années 50, 60, quand il y avait une énorme extraction de charbon. C'était tout à fait banal. Ils en ont valorisé des dizaines et des dizaines de millions, sans aucun souci. Un autre important, c'est le laitier de sidérurgie. Donc ça, c'est un déchet de la sidérurgie. Donc la sidérurgie va produire de la fonte et puis de l'acier dans des hauts fourneaux. Et à la sortie du haut fourneau, en fait, il y a un déchet qui s'appelle le laitier. Et ce laitier, si on le laisse refroidir doucement, ça donne un bon gravier aussi. Voilà, un très bon gravier, avec des bonnes propriétés mécaniques, etc. Donc ça a été énormément valorisé depuis le 19e siècle. Depuis le 19e siècle, on valorise des millions et des millions de tonnes de laitier. C'est tout à fait banal. Un autre, et ce qui est intéressant avec le laitier, et je vais encore citer 2 exemples, mais avec le laitier, c'est que si on le refroidit vite, on obtient quasiment un ciment, en fait un clinker. Donc c'est le matériau de base du ciment. En fait, on va mélanger. Bon, là je vais un peu dans les détails, mais pour faire un ciment, on va mélanger un clinker, donc, qui est le résultat du four, où on a mélangé déjà le calcaire et l'argile. À la fin du four, on obtient ce clinker. Ensuite, on va le mélanger avec du gypse, des petits additifs, et on obtient du ciment. Bon, c'est quasiment un ciment. Et ce laitier qu'on refroidit tout de suite à la sortie du haut fourneau, c'est quasiment un ciment. Et ils le savent très bien depuis le 19e, au point que les cimentiers, par exemple Vicat, qui était un cimentier très important, c'est le petit-fils un des pères du ciment, s'inquiètent de ça et disent « Ah, en Allemagne, le ciment de laitier, le ciment de fer, parfois ils disent, menace l'industrie cimentière, tellement on en valorise. » À la fin des années 40 en France, on valorise énormément de ciment de laitier, énormément, c'est quasiment les mêmes proportions que du ciment normal. Quasiment. Donc c'est vraiment très très important. Et même dans le premier plan de modernisation de la France, ils incitent à augmenter la valorisation de laitier et justement de plus le laisser refroidir doucement, mais de le refroidir tout de suite pour avoir tout de suite un ciment en fait. Et on en a utilisé dans des barrages, dans des routes, on en a utilisé mais partout, des dizaines et des dizaines de millions de tonnes de laitier. Donc ça c'était un ciment vert, on pourrait dire, des années 50-60, qui existe encore aujourd'hui un tout petit peu, parce qu'on a encore un tout petit peu de sidérurgie en France, donc on a encore un tout petit peu de laitier valorisé aujourd'hui dans les cimenteries. À côté de ça, il y a encore d'autres cas, je peux juste le citer le nom, c'est les cendres volantes. Ça vient des centrales à charbon, donc, pour produire les centrales thermiques à charbon, qui produisent de l'électricité. En fait, ils ont commencé à mettre
ils ont commencé à récolter les cendres plutôt que de laisser les suies aller partout aux environs. Il y a eu des protestations, encore une fois, des luttes qui ont fait qu'ils ont commencé à récolter toutes ces cendres. Et cette cendre volante, c'est un excellent ciment. Mais excellent, c'est vraiment parfait. Donc ciment au sens de ça va durcir sous l'effet de l'eau. C'est ça la propriété d'un ciment, c'est un liant hydraulique. Et ça, pareil, ça a été utilisé mais partout, de façon abondante. Ce que je veux dire par là, ce que mon enquête essaye de montrer, c'est que des valorisations, on en fait depuis très longtemps, massivement, vraiment massivement, de façon très pointue, très bonne. Par exemple, selon le type de cendre volante, ils vont vraiment faire les meilleurs usages possibles des cendres, les meilleurs usages possibles des laitiers. Je veux dire, les ingénieurs font ça de façon très sérieuse, très bien. Et que ça n'a pas fait baisser les niveaux d'extraction, ça n'a pas fait baisser les niveaux de production de ciment. Donc, tout ça pour dire que c'est pas ça, à mon avis, c'est pas le débat central, à mon avis, des niveaux d'extraction. Le problème de niveau d'extraction, c'est le problème de la construction permanente de nouvelles infrastructures, le maintien des usages de ces infrastructures qui va de pair avec le maintien des niveaux importants de réparation et d'entretien. C'est beaucoup plus que ces questions de valorisation qui en fait donc ne sont pas nouvelles, n'apportent pas une solution à cet extractivisme ordinaire. Dernière question, on a fait un petit tour de l'extractivisme ordinaire en France. Quel message ou quelle idée tu voudrais que nos auditeurs retiennent de cette histoire ? Ce qui me semble important vraiment, c'est d'insister sur le choix politique. C'est-à-dire qu'en fait, tous les choix techniques que j'ai pu étudier dans ma thèse, y compris sur les vitesses de circulation sur une autoroute, sur le type de camion qu'on va faire circuler, sur l'épaisseur des routes, enfin tous ces débats-là, comment faire venir des navires de 300 000 tonnes de pétrole, etc. Tous ces aspects un peu techniques, un peu ennuyants, en fait, sont rattachés à des choix politiques. Il me semble que c'est vraiment important de toujours rattacher les débats à des choix politiques qui auraient pu être autres, qui pourraient être autres, et de détechniciser un peu ces paramètres des grandes infrastructures. Et donc la question, finalement, elle est aussi démocratique, c'est-à-dire donc politique et démocratique, c'est-à-dire qui décide de ces grandes infrastructures, de ceux dont on a besoin. Donc c'est la question des besoins, à mon avis, qui doit être travaillée, parce que elle a été kidnappée dans tous ces enjeux. En fait, elle est toujours mise de côté, donc on peut aménager les impacts, gérer des flux, mais jamais n'est remis en question le besoin de nouvelles infrastructures. Et encore aujourd'hui, on en voit fleurir un peu partout. Et elles sont très souvent naturalisées. Et voilà, c'est un message assez banal, mais qui ressort aussi de ce travail. C'est la question démocratique des choix, des besoins et de comment on veut, de quel type d'infrastructure on a besoin et de quel type d'espace on a besoin, parce que c'est vraiment une question spatiale qui réapparaît de bout en bout, d'avoir prise sur cette production d'espace qui a complètement échappé dans toute mon histoire. Au fond, les citoyens n'ont pas de prise jamais, puisque c'est kidnappé par des experts, par des grandes administrations, par des multinationales. Il y a peu de voies alternatives, parce que, enfin, il y en a bien sûr, hein, elles existent, mais elles ont toujours été écartées par des pouvoirs très importants. Donc c'est une question, toute mon histoire, c'est une question de choix politique, de rapport de pouvoir et une question démocratique. Nello Magalhães, un grand merci d'être venu dans le Green Letter Club. Merci. Et à bientôt.